Bonjour à tous, je vous ai préparé aujourd'hui une petite vidéo. Si jamais vous êtes en projet, si jamais vous avez un projet à plus ou moins long terme, plutôt plus que moins d'ailleurs, à donc moyen ou long terme, un projet immobilier, si vous avez envie d'acheter pour la première fois un prêt immobilier. Donc un projet immobilier, ben, comme le reste, ça se prépare à l'avance. Et du coup, beh, je vais, vous donner quelques, petits éclaircissements, quelques petites astuces, pourquoi pas, pour que vous mettiez, ben, toutes les chances de votre côté pour, bah, réussir ce projet et surtout que votre banquier vous suive. Alors j'ai été, banquière, j'ai fait du prêt immobilier pendant plus de 15 ans, c'est ma spécialité, donc je me suis dit: «Pourquoi pas, hein, pourquoi pas vous, donner justement, ces petites astuces, ceux, que j'aurais aimé, trouver, chez chacun de mes clients qui venaient avec un projet. Mes clients, il arrivait, hein, que je refuse des crédits, hein, comme tout banquier, ce que je faisais, c'est que, ben, je faisais avec eux un petit peu de la pédagogie. C'est-à-dire que plutôt que de leur dire: «Ben non, c'est pas possible», je leur disais: «Non, c'est pas possible aujourd'hui. Par contre, si vous le voulez, on va ensemble, mettre tout en œuvre pour que dans 1 an, dans 2 ans, ça soit possible». Donc je vais vous donner justement, bah, ces petites, choses que je faisais avec mes clients, pour vous permettre à vous, ben, d'éviter de vous engager sur un projet et derrière de vous prendre un refus de crédit parce que c'est pas très agréable et ça peut être même carrément déprimant. Voilà. Alors, je vais vous dire, ben, qu'est-ce que regarde, hein, particulièrement, votre banquier, quand vous arrivez avec votre projet immobilier, sous le bras, votre compromis, déjà signé ou, juste une annonce que vous avez vue. Alors, la première chose que va faire votre banquier, alors que ça soit votre banque ou une autre banque, hein, dans les documents qu'il va vous demander, il y aura vos relevés de compte. Alors oui, les banquiers, c'est des, vilains curieux. Qu'est-ce qu'ils vont chercher à regarder particulièrement dans vos, relevés de compte? Alors la première chose que le banquier va faire, bien entendu, c'est d'aller regarder si vous ne seriez pas fiché au FICP. Le FICP, c'est quoi? C'est un fichier, qui va dire à votre banquier si vous avez rencontré, des, soucis avec des crédits, hein, et que, vous n'auriez pas réglé. C'est-à-dire un crédit qui serait en impayé, chez, un autre organisme financier. Voilà. Hem Ce fichier, c'est un fichier national, toutes les banques y ont accès, sachant que si vous êtes fiché FICP, vous n'avez pas le droit de faire un nouveau crédit. Donc du coup, ben, qu'est-ce qu'il va falloir faire si c'est votre cas? Eh ben, va falloir, avant de vouloir faire un nouveau crédit, rembourser l'ancien. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la première chose, hein, c'est une interrogation qui se fait, qui est automatique quand vous arrivez dans la banque. Donc si vous n'êtes pas fiché, déjà, c'est pas mal. Ensuite, qu'est-ce que va regarder particulièrement? Le banquier, il va pas aller regarder si vous êtes allé chez le coiffeur hier, ou si vous avez, acheté une paire de chaussures à 30 €. Voilà, enfin qu'elle soit à 30 ou qu'elle soit à 200 €, j'ai envie de dire, il va pas aller regarder ça, mais il va aller jeter un œil sur vos comptes pour regarder, bah, si vous n'auriez pas par hasard des commissions d'intervention. Alors les commissions d'intervention, c'est quoi? C'est les frais qui s'appliquent une fois que vous avez dépassé votre découvert autorisé, si vous en avez un, ou si vous n'avez pas de découvert autorisé, des sommes qui se seraient enlevées de votre compte, hein, et qui vous auraient mis en découvert, mais du coup en découvert non autorisé. Ça coûte très cher, ces commissions d'intervention, puisqu'effectivement, la plupart des banques facturent 8 € la commission d'intervention, c'est-à-dire que vous faites une carte bleue parce que vous avez une carte bleue qui n'interroge pas le solde de votre compte, vous êtes à en crédit, vous êtes à plus 1 €, et vous allez faire une carte bleue parce que vous n'avez pas d'argent sur vous, faites des enveloppes, vous allez faire une carte bleue pour 1,50 €. Cette carte bleue d'1,50 € va vous mettre en découvert non autorisé. Alors vous allez être à moins 0,50. Vous me dites, bah, rien de bien dramatique. Sauf que dans les faits, votre banque, elle va vous facturer en général 8 € de commission d'intervention. Donc votre baguette, au lieu de vous avoir coûté 1,50 €, elle vous aura coûté 1,50 € plus 8, donc 9,50 €. Voilà, si vous faites ça tous les jours, imaginez le coût. Alors il y a des limites, hein, effectivement, enfin, on ne peut pas dépasser 10 commissions d'intervention par mois, mais ça fait 80 €.
Donc, ça, le banquier n'aime pas du tout les commissions d'intervention. Parce que commission d'intervention, ça veut dire que votre gestion budgétaire est moyenne. Votre banquier n'aime pas non plus les découverts non autorisés. Donc, c'est-à-dire un découvert, quand vous êtes en dessous de zéro et que vous n'avez pas de découvert, donc là, vous êtes en découvert non autorisé, soit vous avez un découvert, par exemple, de 300 € autorisé, mais vous êtes descendu plus bas, à moins 350, moins 400, moins 1000, je ne sais pas. Ça, il n'aime pas. Comment il le voit? Parce que ça, à la limite, s'il est un banquier externe, vous dites, bon, on s'en fiche, il ne le voit pas. Ben, s'il le voit, parce qu'en général, il y a des frais. On voit sur le compte qu'il y a effectivement des intérêts débiteurs. Donc, les intérêts débiteurs, ils n'aiment pas non plus. Un banquier, il vous prête de l'argent un petit peu en bon père de famille, c'est-à-dire qu'il prêterait de l'argent parce qu'il vous fait confiance et qu'il sait qu'il va être remboursé, hein. Donc, s'il voit que déjà, actuellement, vous avez du mal à faire face à vos dépenses quotidiennes, il va un petit peu tordre du nez pour vous faire un crédit. Sur le compte, qu'est-ce qu'il va regarder aussi, le banquier? Alors, c'est un petit attention, si vous êtes adepte des jeux d'argent. Alors que ça soit des jeux de paris en ligne, de paris sportifs, de loto, de casino, etc., etc. Le banquier, il aime pas du tout. Il aime pas du tout ça et du coup, en général, quand on est banquier et qu'on a un client, même si ses comptes sont positifs, hein, on est bien d'accord, mais si on voit qu'il y a régulièrement des dépenses sur des jeux d'argent, la réponse va être claire et nette, ça va être: «Désolé, on ne peut pas vous financer». Donc pas de jeux d'argent. Alors, commission d'intervention, découvert non autorisé, jeu d'argent, tout ça, votre banquier va regarder sur les 3 derniers mois, surtout si c'est une banque extérieure, parce que ce n'est pas votre banque à vous. Donc, à ce moment-là, si vous êtes en projet, essayez d'avoir les comptes les plus propres possibles sur les 3 mois qui précèdent votre achat. Voilà. Si c'est dans une banque extérieure, le banquier va vous demander 3 mois de relevé de compte. Si ces 3 mois de relevé de compte sont propres, il ne va pas vous embêter. Si c'est votre banque, si vous avez envie d'être financé par votre banque, là, ça peut être plus problématique puisqu'effectivement, en fonction de votre gestion budgétaire, en fonction de ce qui s'est passé, hein, vous allez, il y a ce qu'on appelle un scoring. Donc le scoring, c'est une note qui vous est attribuée automatiquement, hein, par l'informatique de la banque et qui dit est-ce que cette personne est digne de confiance au niveau de sa gestion budgétaire ou pas. Alors, du coup, avoir une très bonne gestion bancaire depuis 3 mois, si c'était catastrophique les 2 ans qui ont précédé, il va falloir un certain temps effectivement afin que ce scoring augmente et il va vous falloir plus de temps, hein, pour prouver qu'aujourd'hui, vous savez bien tenir votre budget. Donc ça, c'est la première chose. Effectivement, le banquier va regarder votre gestion de compte. La deuxième chose qu'on regarde forcément, effectivement, quand on fait un achat, c'est, vous en avez déjà entendu parler, j'en suis sûre, le fameux taux d'endettement. Donc, le taux d'endettement, on appelle aussi ça le taux d'effort maintenant. Donc, le taux d'endettement, c'est quoi? C'est le total de vos charges de crédit divisé par le total de vos revenus. Alors, dans les charges de crédit, on met le crédit immobilier que vous allez faire, hein, le futur crédit immobilier. On met aussi tous les crédits que vous pourriez avoir, donc que ce soit des crédits à la consommation, personnel, du crédit revolving, donc des réserves d'argent. C'est aussi la LOA et la LLD sur les véhicules, donc attention, c'est bien un crédit. Et on va mettre aussi dans ce taux d'endettement, là, dans le total des charges de crédit, on va rajouter aussi, par exemple, si vous payez une pension alimentaire. Voilà, ou une prestation compensatoire, ça va aussi rentrer dans les charges. Les revenus de l'autre côté, c'est vos revenus du travail et en fonction souvent de l'âge des enfants, si vous avez des enfants, il peut y avoir, pardon, je vais y arriver, la CAF, hein, donc la base de la CAF pour les enfants, et il peut y avoir aussi une pension alimentaire qui est reçue. Voilà. Bon, après, il y a plein d'autres choses, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, autrement, je vais vous faire un cours sur les charges et les revenus. Mais voilà, on va prendre toutes vos charges de crédit et on va les diviser par le total des revenus. Alors, on va prendre un exemple d'un petit couple. Donc, ce petit couple, ils ont des revenus de 2 950 €.
un crédit auto de 185 €, un crédit IMO de 920 €. Voilà, ça leur fait donc des charges de 1105 €, 920 plus 185, et on divise ça par leur revenu, 2950. Et là, on arrive à un endettement de 37,46%. Ce qu'il faut savoir, c'est que les quelques années là qui sont passées, on va dire les 10-15 dernières années, un bon dossier, donc parce que ces gens-là, ils ont des bons revenus, donc un dossier à 37,46% ne posait pas vraiment problème. Sauf que depuis 2 ans, le Haut Conseil de sécurité financière est venu chatouiller les banques en leur disant: «OK, vous avez prêté à tort et à travers. Maintenant, il faut que le taux d'endettement, le taux d'effort, de vos clients ne dépasse pas les 35%». Alors ils ont donné un petit peu, de possibilité effectivement aux banques de déroger, mais pas sur tout leur dossier, seulement sur une partie de leur dossier, et voilà, et ils regardent effectivement ce qui se passe. Donc aujourd'hui, effectivement, la plupart des banques, vont limiter le taux d'endettement à 35%. Ce qui fait quoi? Ce qui fait que notre charmant petit couple là, il va pas pouvoir, acheter. La seule solution, moi, en tant que banquier, que je lui proposerai, ça va être, effectivement, de se débarrasser de ce crédit auto. Donc à voir comment, est-ce qu'ils ont de l'apport et ils vont pouvoir rembourser par anticipation, ou est-ce qu'ils vont devoir reporter un petit peu le projet, de manière à rembourser ce crédit auto, parce qu'autrement ça ne passera pas. Donc un taux d'endettement inférieur à 35%. Donc ça, c'est la première chose, c'est la chose la plus connue, j'ai envie de dire, mon endettement, il est de temps, ça passe pas. Sauf que, il n'y a pas que l'endettement. En fait, il y a 2 autres choses, que le Haut Conseil de sécurité financière demande aux banques de regarder. Alors la deuxième chose est plutôt connue aussi, et c'est ce qu'on appelle le reste à vivre. Donc le reste à vivre, c'est quoi et comment il est calculé? Mais en fait, le banquier, il va prendre la totalité de vos revenus et il va y soustraire, la totalité de vos charges. Si on prend un petit exemple, et c'est un exemple qui pose souvent problème, quand on est en banque, on est souvent amené à refuser des dossiers, dans le cas de cette dame. Par exemple, cette dame, c'est une maman célibataire avec 3 enfants. Elle a des revenus de 1 800 € et elle veut faire un crédit de 550. Donc le crédit n'est pas très important, d'autant plus que cette dame, avant, elle était peut-être locataire d'un appartement qui coûtait 700 € par mois et elle s'en sortait très bien. Alors, si on regarde effectivement seulement son taux d'endettement qu'on a regardé tout à l'heure, 550 de crédit divisé par 1 800 € de revenus, on est à un endettement de 30,55%. Donc, on est bon. Sauf que c'est là qu'intervient le reste à vivre. Le reste à vivre, si on fait le calcul, du coup, ça va être 1800 moins 550, ce qui nous donne 1250 pour une famille de 4. 1250 € pour une famille de 4, ça ne passe pas. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque banque a un reste à vivre qui lui est propre. Voilà, je ne vais pas pouvoir vous dire, pour tant de personnes, il faut un reste à vivre de temps, puisque ça dépend des banques. Mais en moyenne, on va dire en moyenne, les banques demandent à ce qu'il reste, qu'il y ait un reste à vivre après les crédits, qui va aller entre 400 et 500 € par personne. C'est-à-dire que si on se base sur plutôt l'hypothèse basse à 400 €, cette mère de famille-là, on ne pourrait pas lui laisser moins de 1 600 € de reste à vivre chaque mois. Ça veut dire qu'on pourrait aller au maximum sur un crédit de 200 €, ce qui fait pas lourd pour un crédit. Donc on a effectivement souvent ce souci quand on a une personne seule, alors une mère ou un père célibataire avec des enfants, parce qu'effectivement, il n'y a qu'un revenu, mais pour autant, il y a du monde qui mange. Donc c'est ce qui peut aussi expliquer que certains dossiers, malgré un bon endettement, ne passent pas. La troisième chose qui est moins connue et sur laquelle le Haut Conseil de sécurité financière a mis un petit warning, on va dire, aux banques en disant: «OK, vous regardez le taux d'effort, le taux d'endettement, vous regardez le reste à vivre. Nous, ce qu'on veut, c'est que vous regardiez aussi le saut de charge». Alors le saut de charge, c'est quoi? C'est la différence entre mes charges avant mon projet immobilier et les charges que je vais avoir après mon crédit immobilier. Allez comparer, en fait, qu'est-ce qui se passe entre la situation avant et la situation
après. Donc, je vais vous donner des petits exemples. Donc, avant, imaginez, on a un couple ou une personne qui était locataire, qui avait un loyer de 790 euros. Après, une fois qu'on aura mis en place le crédit, ils n'auront plus de location, on est bien d'accord, et ils auront un crédit de 800 euros. On peut dire que le saut de charge est tout petit, puisqu'effectivement, il n'y a que 10 euros d'écart entre le avant et le après. Donc, pour la banque, effectivement, ça sera quelque chose de bien. Donc, un bon point dans le dossier immobilier. Imaginons qu'on ait des clients qui, avant, étaient logés chez les parents et qui, du coup, ne sortaient pas de loyer. Donc, ils n'avaient pas de charge de résidence principale. Après, ils vont avoir un crédit de 800 euros. Donc, on a un saut de charge qui est énorme effectivement, puisqu'on passe de 0 à 800. On va se poser la question de comment nos clients vont pouvoir sortir ces 800 euros d'un coup, tous les mois. Si, à la lecture, on va dire, des relevés de compte, on se rend compte que les personnes logées chez leurs parents, etc., dépensent tout en futilité, on va dire, en resto, en fringues, en sorties, etc., le banquier ne va pas aimer du tout. Le banquier ne va pas aimer du tout. Et même s'il y a un beau taux d'endettement, même s'il y a un bon reste à charge, il risque de ne pas accepter le dossier en me disant ils ne vont pas les sortir, les 800 euros, de sous le sabot d'un cheval. Alors, qu'est-ce que je fais si effectivement, j'ai pas de charges ou des charges moindres et que ces charges vont augmenter? Eh bien, il y a une solution, c'est l'épargne. C'est d'aller prouver à votre banquier que vous êtes en mesure de dépenser chaque mois ces 800 euros. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, OK, je suis logée chez mes parents, je ne dépense rien. Pour autant, tous les mois, je mets sur un compte d'épargne 800 euros. Donc, du coup, je n'aurai pas de saut de charge puisque déjà, tous les mois, j'ai ces 800 euros que je n'utilise pas. Et du coup, pas de saut de charge et ça sera un bon dossier. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que des gens qui n'ont pas de charge de résidence principale ou qui ont une charge de résidence principale inférieure à leur futur crédit, à ce moment-là, il va falloir préparer en amont en faisant de l'épargne régulièrement, tous les mois. Alors, il y a des principes d'épargne programmée, on peut faire des abonnements sur des épargnes qui permettent de dire, regardez, moi, effectivement, j'avais pas de charge ou j'avais peut-être 200 euros de charge de loyer, mais tous les mois, la différence, elle est là, elle est sur une épargne et je ne la dépense pas. D'autant plus que, toujours avec le Haut Conseil de sécurité financière, les banques demandent de plus en plus d'avoir un apport personnel. Donc l'apport personnel, c'est quoi? C'est mon épargne que j'ai mis volontairement de côté sur tout support. Il n'y a pas de... Je peux bien la mettre où je veux, mon épargne. Et éventuellement, vient s'y rajouter aussi mon épargne du travail, par exemple une participation, intéressement que mon patron verse pour moi chaque année et qui est sur un compte bloqué et que je peux débloquer quand j'achète. Alors les banques avant, elles faisaient ce qu'on appelle du surfinancement ou du financement à 110%. Donc elles prêtaient pour le bien qu'on achetait et les frais de notaire, les frais de garantie, les frais de dossier. Donc, on pouvait acheter un bien à 100 000 euros et la banque pouvait prêter 110 000, 112 000 euros sans trop tordre du nez. Aujourd'hui, c'est plus trop le cas. Aujourd'hui, les banques ne souhaitent pas financer plus que la valeur du bien. C'est-à-dire qu'ils vont demander à ce que vous ayez un apport personnel qui représente en général le montant des frais de notaire, le montant des frais de garantie et le montant des frais de dossier. Donc, comme ça, à la louche, on va dire qu'il faudrait avoir en épargne de côté 10% à peu près du prix de l'achat que vous envisagez. Voilà. Minimum 10% d'apport personnel pour pouvoir préparer votre projet. Et c'est peut-être l'épargne que vous avez faite régulièrement afin de pallier à ce saut de charge qui fait que vous aurez effectivement de quoi apporter cet argent. Alors l'apport personnel, ça peut être aussi un don familial, il n'y a pas de souci là-dessus. Si tous les autres indicateurs, le taux d'endettement, le reste à vivre et le saut de charge sont OK, la banque ne va pas dire « Oh non, c'est un don familial, on n'en veut pas ». Il n'y a pas de problème. Voilà. Ils ne vont pas vous embêter là-dessus, ils vont juste vous demander la provenance des fonds, mais on peut avoir aussi un don familial.
Voilà, donc du coup, si on synthétise un petit peu tout ça, pour préparer votre projet, on peut le faire en amont, surtout si on a besoin de se constituer un apport personnel. Il va falloir veiller pendant la durée de la préparation, donc il peut être de 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, pourquoi pas. Il va falloir veiller à avoir des comptes propres, donc des comptes sans frais de dépassement, sans commission d'intervention, sans rejet de prélèvement. Je n'ai pas parlé des rejets de prélèvement, mais ils n'aiment pas non plus les rejets de prélèvement, hein. On va aussi se débarrasser de ses crédits. Pourquoi? Bah, pour effectivement ne pas alourdir son taux d'endettement. Donc, j'essaye de rembourser mes crédits le plus rapidement possible pour qu'ils ne viennent pas me gêner effectivement quand je vais avoir besoin d'emprunter sur de l'immobilier. Et enfin, j'épargne régulièrement pour pallier un éventuel saut de charge et aussi pour me constituer un apport personnel. Voilà ce que je peux vous dire. Si vous avez fait tout ça, j'ai envie de dire que ça y est, vous êtes prêts. Il ne vous reste plus qu'à trouver le bien de vos rêves, celui dans lequel vous avez envie d'investir et dans lequel vous aurez envie de faire votre vie. Voilà, tout simplement. Dernier petit conseil, n'essayez pas de cacher des choses à votre banquier. Plus le banquier saura de choses sur vous, plus il vous fera confiance et plus il sera en capacité de défendre votre dossier, même s'il est un petit peu complexe, même si voilà, il y a des petites choses négatives, il y a toujours des petites choses négatives dans un dossier, plus il vous fera confiance, plus il vous aidera à avoir votre financement. Si, comme moi, vous utilisez la méthode des enveloppes, ça peut peut-être interroger votre banquier. Ça peut l'interroger parce que vous sortez de l'espèce et puis après, il y a pas de dépenses sur votre compte. Donc n'hésitez pas à lui expliquer ce que vous faites, hein. Il ne connaît pas forcément la méthode des enveloppes, donc expliquez-lui et si vous faites la méthode des enveloppes, normalement votre compte devrait déjà être plutôt propre, hein, donc ne pas dépasser de découvert, et cetera, et cetera. Donc ça sera plutôt un point positif pour lui, ça montrera que vous êtes un bon gestionnaire. Voilà, donc dites-moi, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, à me dire si vous aimez ce format là un petit peu didactique où je vous explique très sérieusement plein de choses. Vous pouvez liker la vidéo bien sûr et vous pouvez vous abonner pour ne pas rater les futures vidéos. Je vous dis à très bientôt, je vous fais des bisous et si vous avez envie d'en savoir plus sur des petits trucs de banquier, n'hésitez pas à me le demander et je vous ferai pourquoi pas des petites vidéos. Si ça vous intéresse, d'autres petites vidéos sur le monde fascinant de la banque. Voilà, à très bientôt, à très vite et fin de semaine, samedi, dimanche, pour le bilan de la semaine.